Salut auditeur curieux, j'espère que ta rentrée s'est bien passée, moi je pète le feu. Aujourd'hui on va discuter de comment la musique, au-delà des moments géniaux qu'elle te fait vivre, peut aussi s'avérer un piège dangereux, par exemple pour ton sommeil, mais c'est loin d'être le seul risque. J'ai fait le test pour toi, un mois sans musique, qu'est-ce que ça donne? Tu es prêt? Allez c'est parti. As-tu seulement conscience du nombre d'heures que tu passes à écouter de la musique chaque semaine? Que ce soit pendant le sport, les temps de repos, les soirées, le travail, pour beaucoup d'entre nous, quand on n'est pas en train de regarder une vidéo ou dans un moment social intense, on allume la musique. Instinctivement. Au jour d'aujourd'hui, la musique a réellement envahi nos vies. Autant te dire qu'écouter zéro musique pendant un mois, c'était quasiment tâche impossible. Je sais pas si t'as une idée d'une solution, mais pour moi, ça voulait dire couper le social, ne plus travailler, s'éloigner des villes, ou alors peut-être se déplacer avec un casque anti-bruit. Salut! Je m'appelle Ted Mosby. Je suis venu prendre mes ailes de poulet. Pas impossible, mais quand même très difficile à mettre en place. Donc très vite, j'ai dû déjà revoir mes objectifs. Commencer par déjà prendre conscience d'à chaque fois que j'écoutais de la musique et essayer de limiter ces moments dans la mesure du possible. Pour ça, l'été m'a paru un bon terrain de jeu, moins de travail, plus d'activités dehors. J'ai commencé à en parler un peu autour de moi et j'ai pu voir les premières réactions de mon entourage. Et ben quasi unanimement, j'ai remarqué vraiment une sorte de braquage, un rejet de l'idée. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience à quel point la musique était devenue plus qu'un plaisir dans la vie des gens, une nécessité. Alors c'est pas si étonnant dans le fond, parce que j'ai étudié un peu ce que la musique nous apporte. Déjà, elle nous fait libérer de nombreuses hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine qui sont toutes impliquées dans des systèmes de récompense. La sérotonine régule tes humeurs, l'endorphine est un antidouleur naturel et la dopamine est vraiment associée à l'hormone du plaisir. Mais ça ne s'arrête pas là. Le corps peut aussi libérer de l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, du lien social, qu'on retrouve par exemple dans le lien mère-enfant à la naissance. La musique peut donc vous faire vraiment aimer les autres, c'est complètement dingue. En plus de ça, elle peut réduire la cortisol, l'hormone du stress, agir sur tes émotions, bref. Pas étonnant qu'elle ait toujours été autour de nous et qu'on en redemande. Mais est-ce vraiment la seule raison? Est-ce qu'on est dépendant de la musique parce qu'elle nous apporte ou parce qu'elle nous empêche d'avoir? Bizarre ma phrase? Je m'explique. Et oui, parce qu'après avoir découvert ça, j'aurais pu me dire sujet bouclé. J'écoute de la musique parce que ça me fait kiffer, point. Mais vois-tu, lorsque j'ai vécu mes premières semaines sans musique, ça a eu des légers impacts sur ma motivation, certes, des légers impacts sur mon humeur, sur mon plaisir, mais le plus marquant, c'était pas du tout les impacts sur mes moments d'action, sur mes moments de sport, de travail, de social, mais bien plus sur mes moments d'inaction ou disons d'action automatique. Par exemple, mes trajets en voiture me semblaient d'un coup intenables, j'avais envie d'allumer un podcast, une vidéo, faire quelque chose. Une vidéo de la Sora par exemple. Ouais, j'adore me regarder moi-même. C'est une blague, hein, je fais pas ça, calmez-vous. Par contre, toi, j'espère que t'es abonné et que t'as mis un pouce en bas de la vidéo. Même chose quand je faisais la vaisselle, quand je prenais une pause. Même dans mes moments sociaux où les silences d'un coup me paraissaient un peu étranges, malaisants. Tu le vois, ce moment où il y a un silence en groupe et d'un coup tu dis il y a pas de musique là, pourquoi on n'a pas de musique? Il faut allumer la musique. Et là, on touche sans doute du doigt quelque chose d'essentiel dans cette expérience. On n'est pas tant dépendant de la musique, sinon qu'on déteste maintenant les silences. Mais qui est le fautif derrière tout ça? T'as une idée, toi? Alors pareil, je réfléchis à la question. De toute façon, j'avais du temps pour réfléchir vu qu'à ce moment, j'écoutais plus de musique. Alors, une des premières explications pourrait être de tout mettre sur le dos de la dopamine. Pour que tu visualises, je te laisse imaginer un enfant qui découvre le sucre. L'enfant mange du sucre, le corps le récompense en libérant de la dopamine. L'enfant éprouve du plaisir, mais très vite, il s'habitue à ce niveau de plaisir et de nouveau va manger plus de sucre pour obtenir plus de dopamine et pour éprouver de nouveau plus de plaisir. Mais le schéma que je viens de te montrer n'est pas tout à fait correct. Parce que le but de la dopamine, c'est de te faire chercher une compétition vers le plaisir. Donc en fait, c'est pas seulement le fait de manger du sucre qui te fait éprouver du plaisir. C'est le fait de manger plus de sucre. Tu t'habitues très vite à ton niveau de dopamine et en fait, la même quantité ne va plus te suffire, il va t'en falloir plus pour débloquer du plaisir à nouveau. Nous vivons dans un monde où la récompense est facile, accessible, voire gratuite. Donc notre niveau de dopamine est habitué à être très souvent haut, marquant les moments de vide comme des véritables échecs à être heureux. Mais le souci, c'est que c'est un peu prendre le problème à l'envers. Parce que comme je t'expliquais, c'est pas parce qu'on est tout le temps en haut qu'on est tout le temps heureux. Au contraire, notre corps s'habitue à ça et pour lui, c'est juste une norme. Et tout ce qui descend est un échec. Ok, j'espère que déjà ça c'était clair pour toi. Derrière ça, au-delà de la dopamine, on touche à un problème plus global. On est habitué à vivre toujours plus d'expériences et de les voir s'enchaîner toujours plus rapidement. À l'image des discussions WhatsApp que maintenant tu passes en x2 pour gagner un peu de temps. Non mais t'imagines, on n'est même plus à raccourcir les choses, on est à les accélérer pour pouvoir les absorber plus vite. On cherche en permanence à stimuler ton système de vigilance à travers des couleurs vives, à travers des images accélérées, des images entrecoupées qui s'enchaînent, bam, de l'information, tac, 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 en veux-tu, en voilà. Bien sûr aussi tout ça passe par du son, mélodique, bruyant. Regardez, je viens de retomber par exemple sur l'opening de l'Attaque des Titans. Juste prenez 2 secondes pour prendre conscience du nombre de plans qui s'enchaînent, le tout sur une musique épique hyper dynamique. Bref, toute cette information, si bien qu'une fois qu'on a connu ce système de récompense, on y retourne, en boucle, comme si ralentir allait nous tuer. On vit vraiment le vide comme un échec. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe même sur des petites échelles comme une dizaine d'années. Je te mets les 10 premières secondes de 2 vidéos YouTube qui ont 10 ans d'écart, chacune correspondant à un des gros leaders de YouTube à son époque.
que je vienne demain matin à 7h au boulot. Oui, voilà, j'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Vous savez, je suis du matin, moi, me lever tôt, j'adore Très ça. bien. Je viens de recevoir ce superbe train et il se dirige à pleine vitesse vers ce gigantesque trou en ce moment même. On va aussi pulvériser plein de voitures, faire exploser un maximum de bâtons de dynamite et on va mettre 10 moteurs à réaction. La différence est juste dingue. Dans la vidéo de Cyprien, on n'a même pas le temps d'avoir la chute de la première blague, on ne sait même pas encore où il veut en venir. Alors que dans celle de MrBeast, on voit déjà 5-10 plans extraordinaires qui mériteraient à elles seules une vidéo entière. Et d'ailleurs, sur cette superposition de vidéos que je viens de te montrer, je suis quasiment sûr que ton œil a été beaucoup plus attiré par celle de MrBeast. Je te laisse imaginer maintenant à l'échelle un homme de Cro-Magnon qui tomberait sur cette vidéo, partirait en burn-out direct. Ou alors il aurait un orgasme sur l'instant. Bref, dans ce monde où tout va extrêmement vite, où on peut voir 10 voitures exploser 10 secondes après avoir vu un train tomber dans un trou, cette phrase elle est juste hallucinante. Dans quel but notre cerveau voudrait prendre du temps de vide, du temps de pause alors qu'il y a tant à faire? Et qu'est-ce que ça impacte dans nos vies, dans notre sommeil de ne pas le faire? Eh bien, je me suis aperçu que ce temps de vide n'était pas foncièrement inutile. Déjà, fait primordial, il permet à ton cerveau de traiter toutes les tâches que tu as mis de côté. Tes problèmes de paperasse, la Nintendo que tu dois rendre à ton ex, les questions existentielles sur ta place sur Terre et qu'est-ce qui va se passer après ta mort. Toutes ces questions ressurgissent du néant dans ces moments de vide. Et après vérification, ce n'est pas qu'une intuition, c'est quelque chose d'avéré que certains appellent l'incubation cognitive. Et sans ces moments de vide, où penses-tu que l'information soit traitée? Après avoir été repoussée heure par heure dans ta journée par des stimulations externes, elles s'accumulent et finissent par ressurgir au seul moment où tu n'as plus d'autre choix que prendre un temps de vide, au moment où tu te couches. Et oui, même si tu repousses encore et encore ce moment de vide en continuant à regarder ton téléphone dans ton lit, il y a bien un moment où tu veux dormir et forcément à ce moment-là, toutes ces tâches ressortent. Et tu restes comme un idiot à fixer ton plafond pendant que ton cerveau s'agite, ressassant un peu tout ce qu'il n'a pas pu traiter en arrière-fond durant la journée. À conscientiser pour les insomniaques. Mais ce n'est pas tout. Ces moments de vide se sont aussi révélés très nourrissants pour moi, car elles m'ont permis de développer de nouvelles idées, de nouveaux projets, de faire travailler mon imagination. Mais ce n'est pas tout. Elles ont aussi permis de remettre à sa juste place mon système de récompense. Car comme je commençais à te l'expliquer avec la dopamine, si tu vis tout le temps en haut, tu as du mal à vibrer très fort sur de nouvelles expériences. Alors que pour le coup, dans ce mois sans musique, à chaque fois que j'entendais à nouveau de la musique, j'avais l'impression d'entendre pour la première fois et de manière très intense. Un peu comme quand t'as été obligé de sauter un repas, que tu meurs de faim et que tu manges ta pâte comme si c'était le meilleur repas de ta vie. Dernier point notable, et ça je l'ai remarqué même après l'expérience, du fait de reprendre la vie normale, j'ai beaucoup moins peur des silences. Oui, depuis je m'aperçois que je suis beaucoup moins mal à l'aise quand il se passe rien. Et c'est même assez amusant d'observer les amis dans la voiture me demander d'allumer la radio dès le premier silence. Alors la radio, je parle comme un vieux, non, Spotify ou ce que tu veux. Ce test a donc été extrêmement positif pour moi, mais je ne m'aperçois pas à quel point les gens seraient prêts à tenter l'expérience. Je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Au passage, rentabilise ton trajet, pose un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. À quel point ne pas écouter de la musique pendant un mois serait un projet inconcevable pour vous. Voilà, comme je te disais, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé le contenu. On essaie de sortir régulièrement des vidéos le dimanche sur le sport, la santé mentale, des modes de vie. Et sur ce, à très vite!